Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous avez ouvrir une consultation? Je comprends pas. Vous avez des problèmes de... Il fallait peut-être gagner de l'argent dans la vie. Moi, j'ai Vous d'abord payer 500 balles et puis après vous verrez si je peux faire quelque chose pour vous. Je suis venue consteller ma toux parce que vous avez quelque chose sur moi. Alors ici c'est la toux. Et là c'est vous. Ah, Et puis. On va mettre le sirop. Bon, un peu de sérieux là-dedans, hein? Un peu de sérieux. Oui. Brosse toutes tes pellicules. T'as enregistré? Bonjour Clément. Bonjour Oriane, comment vas-tu? Super. Et Super. bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui nous suivent et ou qui nous rejoignent en ce moment. C'est une première sur YouTube tous les mercredis à 13h. Bienvenue. Alors aujourd'hui, notre sujet entre dans un thème du mois. Le mois d'octobre est consacré aux héritages et aujourd'hui, le thème, c'est comment sortir des transmissions de schémas de vie. Ok. Qu'est-ce que tu entends par schéma de vie? Tu peux me donner un exemple? Eh bien, par exemple, quelqu'un qui est célibataire malgré elle et qui, quand elle regarde dans son histoire familiale, eh bien, tous les numéros 2 dans les fratries des générations précédentes étaient aussi célibataires sans enfants, par exemple. D'accord. Oui, Ou ou ça bien peut. une fille mère, et puis on remonte dans l'histoire et c'est toujours la même chose. C'est les troisièmes de la fratrie étaient des filles mères. D'accord, ok. Est-ce que ça peut être des répétitions dans la vie d'une personne, d'un événement ou d'une situation, par exemple, un type d'accident qui revient plusieurs fois dans la vie de la personne et qui était déjà dans la vie des précédents? Oui, alors ça rejoint ce que disait Marc Fréchet. Hein. Donc Marc Fréchet est un médecin urgentiste. En fait, il était psychologue, mais il travaillait aux urgences de Lille. Et il a observé que les gens venaient à date régulière pour les mêmes problèmes. Donc, quand je dis les mêmes problèmes, c'est par exemple des accidents, des chutes. Et donc, chaque année, aux alentours du 23 avril, eh bien, il avait le client qui revenait chaque année avec une chute, différents types de chutes. Et très souvent, le même membre cassé, du style le pied cassé ou le bras cassé, ou d'autres personnes avaient que des problèmes de cœur, des problèmes de santé. Donc, c'est là qu'il a pu observer parce que c'était criant vérité avec les dates dans le dossier. Donc, il avait les dossiers médicaux et il voyait les dates qui se répétaient. Tu veux dire que, À date régulière, boum. et des fois, c'était vraiment à la même date. Oui, à la même date, jour pour jour. Ah oui, jour pour jour. Mais c'était pas juste Ah une oui, période. Ça pouvait être une non, période aussi. non, oui, jour pour jour même. Il y a des périodes, ça dépend des cas, mais il y en a, c'est même jour pour jour. Quelque D'accord. chose arrive. Et donc, il a passé pas mal d'années. Il est décédé, hein, Marc Fréchet. Mais il a consacré une grande partie de sa vie à analyser les cycles des personnes qui venaient aux urgences. Et puis, il a continué à faire ses recherches et il a observé qu'il y avait des répétitions et qu'il y avait des cycles aussi. Et donc, par exemple, un des tout premiers cycles importants, c'est le cycle de l'autonomie. Le cycle de l'autonomie, c'est le premier cycle que l'on a dans notre vie entre le Ouais. moment où on est et le moment où on quitte le foyer des parents pour vivre de manière autonome et où que l'on se marie, parce que c'était considéré à l'époque où il a fait ses recherches aussi comme une forme d'autonomie puisqu'on ne dépend plus du toit et des revenus de ses parents. Ouais. C'est le cycle où on construit toutes ces références, et qu'après ce cycle-là, on rentre dans un second cycle où on répète ces références.
Oui, et c'est là qu'il a commencé à voir que il y avait possibilité de repérer des traumas Ouais, dans les cycles antérieurs, ouais. avec, par exemple, son dernier cycle, si on était en son troisième cycle d'autonomie. Mhm. Par exemple, si notre premier cycle se termine à 20 ans, eh bien, si nous sommes à 60 ans, nous sommes même à notre quatrième cycle, je crois, ou quelque chose comme ça. On entre dans notre quatrième cycle. Et donc, si on a un accident à 62 ans, eh bien, on peut remonter et voir qu'à 52 ans, non, à 42 ans, et puis 22 ans, et puis 2 ans, il y a eu à chaque fois quelque chose. Et il a pu constater sur des centaines et des centaines, je pense des milliers de cas, quelque chose de récurrent, d'observable, et il en a tiré des lois d'ailleurs, des lois au niveau des cycles. Et moi, ce que j'ai observé dans l'accompagnement de mes clients, je ne fais pas le cycle biologique mémorisé de tous mes clients, mais certaines fois, je sens que c'est vraiment quelque chose d'important d'aller faire une petite recherche à ce niveau-là. Et c'est tout à fait fascinant parce que parfois on hérite du cycle biologique mémorisé d'un de ses parents. Et donc, les répétitions continuent de se reproduire chez les enfants. Donc, des parents, ça passe aux enfants. Et même parfois, et ça, c'est la grande attends, comment elle s'appelle encore? Anne Ancelin Schunsberger, celle qui a écrit Aïe mes aïeux, qui a pu remonter en psychogénéalogie sur plusieurs générations et voir qu'il y avait des répétitions avec même des dates d'anniversaire, des dates de décès, des dates de prise d'autonomie dans la vie, et que ça se répétait au fil des générations. Donc oui, il y a des cycles qui se répètent et qu'on peut hériter de certains cycles. Alors il y a des cycles de succès et des cycles traumatiques. Hein. De nouveau, ne croyons pas que tout ce qui vient de nos ancêtres est négatif. Hein. On a aussi beaucoup de bonnes choses qui viennent de nos ancêtres, hein. Pas que des traumas et des difficultés, aussi des bonnes choses. Et pardon. C'est intéressant. D'autant plus qu'on sait maintenant que ces transmissions commencent à s'expliquer, puisque c'est un peu le travail de l'épigénétique qui montre que quand il y a eu un trauma, il y a eu un marqueur chimique qui s'est installé sur une partie de l'ADN, enfin, ce qu'on appelle les allèles de certains chromosomes, c'est-à-dire les branches, les bras des chromosomes, et que, en fait, quand on regarde de génération en génération, ça se transmet. Donc, et c'est pas de la génétique, c'est une intervention sur le code génétique parce que ces marqueurs modifient l'expression d'un chromosome. Oui. Et donc, eh ben, on voit que ça se transmet. Donc, on peut que ça explique que ça puisse passer de génération en génération. Exactement. Et ça a été prouvé que quand, par exemple, un de nos ancêtres a été abusé, violé, eh bien, parfois, le traumatisme ne s'exprime pas chez cette personne, même s'il est intégré dans le corps. Ça ne s'exprime pas dans la génération qui suit, donc chez les enfants de la personne traumatisée, mais qui vont s'exprimer par la suite à la deuxième et troisième génération. Et même, ça peut être très fortement exprimé avec, par exemple, de la bipolarité, de la schizophrénie, des comportements autistes, de repli sur soi, des choses comme ça, qui sont en fait une réaction au trauma qui a été vécu par l'ancêtre. J'ai observé ça aussi dans l'accompagnement que je fais des personnes, c'est que quand il y a eu un traumatisme à la génération 1, par exemple les arrière-grands-parents, comment dire, ça se renouvelle, ça se révèle souvent ou ça revient, ça s'exprime plus exactement sous une forme
directe, équivalente ou symboliquement équivalente à la génération 4, c'est-à-dire 3 générations plus tard. Oui. J'ai remarqué ça. Ça dé... C'est pas toujours vrai parce que ça peut se transmettre dès la première génération. Et Mhm. généralement, quand ça se transmet dès la première génération, moi je fais j'ai constaté que c'est lié au degré d'intensité du trauma. Oui. Plus il a été violent, rapide, surprenant, saisissant, plus en fait il est immédiatement exprimé. Mhm. Et comme tu as raison, tu as des choses qui arrivent à une personne, elle, ne, elle absorbe ça, bon, en apparence, elle fait avec, mais il y a pas forcément de désordre dans sa vie. Par contre, on va avoir des Mhm. désordres dans la vie des descendants. Et ça peut aller à la 4e génération. C'est pas toujours vrai, mais je l'ai souvent observé. Oui, ben moi aussi, moi, ça fait quand même 20 ans que j'accompagne des personnes et c'est beaucoup plus courant que le trauma se manifeste 2, 3 générations plus tard, et même 3 générations plus tard que tout de suite. Mais Et moi, je suis, mon cas personnel est un cas caricatural de ce point de vue-là. hmm, Si tu veux que j'explique, parce que c'est assez étonnant. Moi, je suis né après un enfant qui est décédé, donc c'est assez, somme toute, assez fréquent, parce que ça peut être un avortement, ça peut être un mort-né, ça peut être bon, un accident. Mais bon, celui qui vient après un enfant qui est mort, souvent le suivant, il a un peu une position de remplacement et il a des difficultés à trouver sa place, à être accueilli dans son système, à être respecté. Bon. Et j'ai fait mon travail sur l'arbre généalogique pour me dire, pour savoir s'il y avait, si ça, c'était ce qui m'est arrivé était une répétition et ce que j'ai découvert est quand même assez troublant. À l'âge, enfin, à la génération de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marguerite. Donc, le premier enfant a été un enfant qui est mort, donc est née ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a fait ma mère et son frère. Il n'y a pas eu, au niveau de ma grand-mère, enfin, plus à l'époque, on ne prenait pas ça en compte, mais au niveau de ma grand-mère ou de ma mère ou de mon oncle, bon, il y a rien à dire. Puis, je suis arrivé et c'est renouvelé, enfin, en tout cas, c'est joué quelque chose d'équivalent. Tiens-toi bien, je suis parti à l'âge de très jeune, à l'âge de, je crois, 6 mois, même pas 6 mois, je suis parti en Guyane mhm, et j'ai été confié à une nourrice. D'accord? Donc, j'ai été plus élevé par cette personne que par ma mère pendant mes premières années, à tel point que ma première langue n'était pas le français, était le créole, pour te dire. Mes premiers mots, mes mhm. premières phrases. Et pendant des années, j'étais plus créole que français. Et encore aujourd'hui, j'en ai des traces. Mais je te donne en mille comment s'appelait ma nourrice. Marguerite. Oui, Waouh! c'est extraordinaire, non? Ah, oui, oui. Eh bien, c'est une forme de répétition, hein? Ben, évidemment. Et c'est assez étonnant parce qu'en plus, quand on a l'habitude, on voit, on lit dans les arbres généalogiques, on lit ces répétitions. Mhm. Et là, on voit bien il y a quelque chose bah voilà, qui s'est joué pour moi. Et je peux te dire que ça a eu des conséquences multiples et variées et pas toutes très agréables. Maintenant, tu as un schéma qui est en fait une répétition d'un traumatisme avec une souffrance. Bah, c'est quand même plus abordable pour pouvoir s'en débarrasser parce que je veux dire, je porte quelque chose qui est à la fois pas à moi, Oui. quelque part, pas vraiment mais en même temps qui est à moi parce que je l'ai vécu, Mhm. que ça s'est répété. Oui. OK? Et qui à la fois nous donne l'occasion, à partir du moment où on prend du recul, on prend de la distance comme ça, j'ai pu le faire, ça me donne Mhm. l'occasion de le régler, de réparer et de faire quelque chose qui est bien pour le système parce qu'en fait,
en soignant ça ou en réparant ça, en dépassant la souffrance qu'il pouvait y avoir derrière, en faisant le deuil, entre autres, de l'enfant disparu, je permettais au système aussi de s'apaiser. Eh bien, on a fini notre vidéo là avec cette belle Non, 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 histoire. non, non, parce que Non, mais je regarde, charrie là, je charrie. ça, c'est pas, ça, j'ai pas géré ça avec les constellations, ça a été Mm. plutôt géré ça avec le transgénérationnel, l'arbre généalogique. Et ce qui est intéressant, c'est les constellations permettent, quand on ne sait pas, elles permettent de révéler ce genre de choses. Les constellations vont révéler ce que le système est prêt à révéler. Ah oui. Les constellations aussi sont une opportunité pour les systèmes qui sont amenés à participer au travail de trouver une solution, un rééquilibrage. Et c'est une opportunité pour s'exprimer aussi, parce que les systèmes, je les considère un peu comme des individualités composées des différents membres de la famille. Les systèmes ont des personnalités, c'est ce que j'ai observé. Il y a des systèmes qui sont très, très, très en retrait, timides, qui ne voudront pas spécialement tout de suite recevoir la constellation dès la première visite lors de la séance, que ce soit en groupe ou en individuel. Ils ont besoin de faire connaissance, d'apprivoiser le facilitateur ou la facilitatrice. Et puis seulement, ils vont y aller. Et puis, il y a des autres systèmes qui y vont tout de suite. Ils sont des fonceurs. Ils en profitent, ils disent c'est maintenant ou jamais, et hop, ils profitent de l'opportunité. Il y a vraiment plein, plein, plein de caractères, de personnalités, de systèmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu que plusieurs années après avoir commencé à pratiquer les constellations. Je n'ai pas remarqué ça dès le départ. Je dirais c'est après 5-6 ans que je me suis dit, mais finalement, c'est des personnes qui sont là en présence dans le cercle pour recevoir leur constellation. Ce sont les délégués inconscients du système. Le système va choisir un des membres qui est le plus ouvert et le plus à même de faire ce genre de démarche pour réparer, rééquilibrer, guérir, tourner la page et retrouver la santé systémique. Ça, je trouve ça assez fabuleux. Et oui, aussi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que les constellations systémiques sont complémentaires de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est le côté logique, cartésien de l'exploration de l'arbre familial. Et les constellations systémiques des familles, c'est le côté intuitif. Ça ne s'explique pas au départ, mais finalement, il y a une logique naturelle, un sens, un bon sens, quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste dans la constellation. Et aussi, ça va dépendre du facilitateur, de la facilitatrice. Donc, moi, personnellement, je recommande que vous choisissiez quelqu'un qui a les compétences, qui se fait superviser, qui est toujours en recherche et cherche à continuer de se former et qui ne projette pas. Parce que vous pouvez avoir des facilitateurs qui projettent leur interprétation. Donc, un bon facilitateur, une bonne facilitatrice n'interprète pas, ne fait pas des lectures et ne juge pas ce qui se passe et ne prend pas parti non plus dans le système pour quelqu'un contre quelqu'un d'autre et ne porte pas de jugement sur les comportements parfois horribles qui ont été perpétrés par certaines personnes du système des clients qui consultent. Eh bien, même là, c'est important de ne pas juger. Mais tu dis horrible, même à la limite. Je parle de crimes hein, ou d'abus sexuels, Oui, d'inceste, des choses terribles. le facilitateur, s'il prend une position de personne de la vie courante, il va voir ça comme horrible. Mais en tant que facilitateur, on voit pas ça. C'est ni horrible ni pas horrible, c'est un fait. Voilà. C'est une réalité enfin, en tout cas, c'est une information. OK? Mhm. Et tout ce qu'on vous dit, moi, je voudrais tu vas être d'accord avec moi, tout ce qu'on vous propose
les lectures, ce qu'on vous propose à propos des constellations, à chaque fois, ce sont des hypothèses. Ce Oui, qui est important, c'est que quand on a exploré une hypothèse, est-ce qu'elle a créé un effet d'apaisement? Est-ce qu'elle a créé un effet de compréhension, d'éclairage? Est-ce qu'elle a elle a créé un effet d'allègement oui, pour le client ou pas? c'est C'est ça. Et c'est ça le plus important, c'est voilà. de libérer, ou en tout cas de permettre à nos clients de trouver le chemin de l'allègement et de la libération et de la guérison. Et est-ce C'est tout. Oui, et est-ce que l'effet se mesure par les effets? L'effet lui-même se mesure par les effets, c'est-à-dire qu'une personne vient avec une problématique de je ne peux pas gagner d'argent, ben, Mhm. dans les semaines ou dans les mois, est-ce que quelque chose sur ce thème-là est différent? Oui, est différent et c'est tout. Parce que, de nouveau, c'est ça je dirais, la grande difficulté, c'est que beaucoup de personnes viennent en désespoir de cause chez des constellateurs en se disant, ah, ils vont trouver la solution pour moi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Nous, nous permettons à nos clients de se réconcilier avec leur histoire telle qu'elle est. On ne change pas l'histoire, mais le fait de se réconcilier avec son histoire ne veut pas dire qu'il faut devenir copain-copine avec nos parents si on n'a rien à, si on ne se sent pas l'envie d'être copain-copine, mais on est en paix avec ça. Que l'on soit copain-copine ou pas avec nos parents, on est en paix avec la manière de vivre notre famille et c'est tout. Et Après, ce que je voudrais dire avant de te redonner la parole, c'est qu'il y a quand même des prises de responsabilité. Donc, si quelqu'un vient pour un problème d'emploi, qui ne trouve pas de travail, etc., on peut faire toutes les constellations du monde pour libérer sa relation à son système de famille. Si la personne ne fait pas une recherche de travail, elle ne trouvera peut-être pas de travail. Voilà, ça c'est quand même important de le dire. ouais, et je vais ajouter, c'est que ce qui sort dans les constellations, qui pourraient être pris pour des explications rationalisantes qui mettent du sens sur un vécu, sur une histoire, et que souvent, moi j'entends dire dans les constellations, ah, j'ai pris conscience. En fait, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment une explication. Ce qui est Mm. intéressant, et ce que fait les constellations, c'est de déclencher un processus inconscient résolu- ré- ré- euh, De résolutoire, enfin, résolution. de De résolution, c'est-à-dire résolution. de résolution, c'est-à-dire, mais on ne sait pas ce que fait l'inconscient en fait, réellement. Non, Et mais c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, peu importe, il faut laisser de côté même les explications, elles n'ont pas vraiment d'intérêt. Il faut regarder, ouais, qu'est-ce qui se passe dans la constellation, qu'est-ce que je vis, quelles sont les émotions qui sortent, et comment, en fait, à la fin d'une constellation, et surtout après, comment ça a transformé, en fait, mm. perception, comportement, lien de relationnel avec son environnement et les personnes, rencontre d'histoires nouvelles que l'on n'avait pas, disparition des répétitions, tout ça, c'est ça qui est important. Oui. Oui, et c'est être dans une attitude d'observateur aussi de sa propre vie et de reconnaître les changements, de Exactement. reconnaître les changements. Ça, c'est important parce que parfois, il y a comme une sorte d'ingratitude en nous-mêmes qui nous empêche de reconnaître les changements. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le processus de gratitude. Tu le sais d'ailleurs, puisque nous commençons nos ateliers d'initiation pratique aux constellations avec ce processus de gratitude. Le fait d'être dans la gratitude, c'est une manière de se reconnaître et de reconnaître ce qui nous arrive dans notre vie. C'est un processus de conscience et de reconnaissance. Et très souvent, les personnes souffrant d'un manque de reconnaissance sont déjà elles-mêmes incapables de se reconnaître elles-mêmes. Et donc, elles sont des puits sans fond par rapport à la reconnaissance qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire, on les reconnaît,
et elles ne reçoivent jamais cette reconnaissance parce qu'elles-mêmes ne se reconnaissent pas et donc sont incapables de croire que d'autres personnes puissent les reconnaître. Ok. Et ça, c'est très important, reconnaître. Je pense que ça serait temps de faire une démonstration avec quelqu'un qui a vécu ça, une répétition d'un cycle biologique mémorisé, dont il s'est aperçu que ben, c'était à la fois ce qu'il a bien vécu peut-être dans sa vie, mais qui était déjà quelque chose installé dans la vie de ses parents ou de ses aïeux. Si vous ne connaissez rien aux constellations, eh bien, très très rapidement, je vais vous dire que ça a été créé par Bert Hellinger. C'est un processus qui au départ se faisait en salle avec un cercle de personnes, avec des représentants, des personnes qui représentent les différents membres du système de la personne qui reçoit sa constellation et qui est facilitée par un constellateur ou une constellatrice. Voilà, après, il y a eu une évolution. On a pu faire cela en individuel, parfois avec des petits personnages comme les Playmobil, mais il y a aussi d'autres outils de ce type. Et puis, aujourd'hui, avec les techniques Internet, informatiques, on le fait aussi en ligne. Et vous avez l'occasion de voir ici dans cette vidéo comment cela peut se mettre en place. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Antonin. Ce qu'on va voir, c'est une constellation, c'est une démonstration avec l'utilisation de personnages. Et on arrive effectivement avec les techniques comme les outils comme Zoom, on arrive même à faire des constellations en ligne à plusieurs, où Oui, il y a quelqu'un qui fait sa constellation et il y a des représentants. c'est ça que nous proposons dans nos ateliers tous les premiers lundis du mois à 19h heure France. Pendant 2h30, nous ouvrons un espace où vous pouvez participer à des constellations de groupes en ligne. Vous pouvez amener votre sujet et l'ensemble du groupe qui assiste va participer à votre constellation et vous aider en tant que représentant à la réaliser. Alors, Antonin est venu parce que, à date régulière dans sa vie, il était confronté au licenciement. Ah, Donc, disons qu'il perdait son emploi à chaque fois pour différentes raisons, mais qui n'étaient pas liées à lui et qui étaient liées à des circonstances extérieures. Et donc, quand il m'a consulté, il était dans la cinquantaine, mais il avait déjà vécu, je crois, plus de 10 licenciements. Et donc, je lui demande de me décrire un peu comment son père avait vécu sa vie professionnelle. Et il dit que son père également avait vécu cette problématique. C'est que très régulièrement, et c'était quand même à l'époque où son père travaillait, ce n'était pas une époque où on était facilement licencié, mais on faisait plutôt carrière dans une entreprise. Mais il faisait partie de ces rares personnes qui avaient dû changer régulièrement aussi d'emploi, et souvent pour des raisons extérieures à lui, c'est-à-dire du style une faillite d'entreprise, une fusion, différentes choses comme ça, un changement de production de produits, ce qui a amené aussi le père à être licencié très très régulièrement et plusieurs fois au courant de sa vie. Et puis, je lui demande, et qu'en était-il de votre grand-père, le père de votre père? Et là, il m'explique que son grand-père était militaire et que régulièrement, je ne sais plus exactement, pour être honnête, mais disons tous les 3-4 ans, il était muté. Il était muté et il avait aussi dû partir dans d'autres pays, comme l'Algérie, différents protectorats comme le Liban. Voilà. Et il avait dû se déplacer aussi dans différentes casernes de France. Et
et qu'il n'avait pas très bien vécu. Le grand-père n'avait pas très bien vécu cela parce qu'il fallait emmener toute la famille à chaque fois et que c'était un grand drame que d'arracher les enfants à la vie qu'ils menaient, les écoles, les copains, etc. Et que c'était assez compliqué et surtout que sa femme, donc la grand-mère, eh bien, elle n'avait pas du tout cela. Elle a vraiment très très mal vécu ce déchirement. Donc, il n'y avait pas que les enfants, mais également l'épouse qui ne supportait pas du tout de partir et de tout quitter et quelque part de ne pas pouvoir s'installer. Il y avait cette difficulté à s'installer. Donc, je me suis dit, bah, c'est interpellant finalement, puisque mon client, très régulièrement, était licencié pour différentes raisons et que ça aussi, mon client était français, Antonin, il a dû souvent se déplacer au niveau de la France. La France n'étant pas un tout petit pays comme la Belgique, eh bien, quand on habite Lille et que l'emploi qui arrive se situe à Marseille, ben, il faut faire le grand déménagement, trouver un nouveau lieu de vie et à nouveau recommencer. Donc, il y avait cette répétition de génération en génération qui était un peu atténuée quand même chez le père de mon client, puisque le père de mon client a toujours vécu dans la même ville. Alors que mon client, ça faisait aussi quelques fois qu'il avait dû se déplacer en France et on peut dire qu'il connaissait bien la France, puis il avait été vraiment aux quatre coins du pays par la force des choses. Et là, ça commençait à le fatiguer et il avait envie d'avoir plus de stabilité dans sa vie professionnelle. Alors là, comme vous voyez, j'ai placé le père et le grand-père et la grand-mère qui étaient en grande souffrance par rapport à ça. Et donc, j'ai proposé à mon client de se connecter à son grand-père et de dire... Et donc, je lui ai proposé une phrase, c'est ce qu'on fait très souvent pour dénouer, débloquer des émotions cristallisées. Et là, je lui propose de dire « Je suis comme toi, grand-père. Je change très souvent de lieu de vie et Enfin, bien que le grand-père, lui, était quand même toujours avec le même patron, c'était l'État français. Ici, je dirais que quelque part, mon client, son cas était plus grave puisque c'était aussi changer de patron à chaque fois, changer d'entreprise, changer de culture d'entreprise. Vraiment beaucoup, beaucoup de changements. C'était assez costaud. Et donc là, je lui propose aussi de regarder vers sa grand-mère et de lui dire, comme toi, chère grand-mère, je n'accepte pas ces changements. Et en disant cela, il a senti qu'il pouvait mieux respirer. Alors, je lui ai demandé s'il avait eu vent d'histoire derrière sa grand-mère, donc chez ses arrière-grands-parents, s'il y avait eu quelque chose de particulier. Et il me dit qu'effectivement, elle était issue d'une famille algérienne. Donc, pas tout à fait. La mère, donc l'arrière-grand-mère était algérienne et le grand-père, disons le père, l'arrière-grand-père de mon client, était français. Parce qu'il y avait encore, parfois, il y avait des mariages mixtes. Et ce qui s'est passé, c'est que l'arrière-grand-mère, d'origine algérienne, a suivi son mari et est venue vivre en France. Et ça a été un grand déchirement pour l'arrière-grand-mère, parce que l'arrière-grand-mère était très, très attachée à sa famille.
Et à l'époque, quand on quittait, par exemple, l'Algérie, on venait vivre en France, on ne prenait pas l'avion et Ryanair toutes les fins de mois pour aller voir sa famille. Partir aussi loin et laisser quelque part une mer, la mer Méditerranée, séparer la famille, eh bien, c'était énorme, c'était quelque chose de terrible. Et donc, là, j'ai mis en présence mon client avec son arrière-grand-mère. Et, et là, il a eu une grosse émotion parce que il n'avait jamais pris conscience qu'il avait des racines algériennes. C'était très, très enfoui. Il le savait vaguement, mais il n'avait jamais senti ça vibrer en lui. Et donc, j'ai eu l'idée de représenter l'Algérie. Donc, vous allez voir, je vais avancer un petit peu les personnages ici. Et je représente ici l'Algérie. D'ailleurs, je vais mettre une femme parce que je sens que c'est plus l'énergie féminine pour ce pays. Voilà. Et là, je vais même changer un peu la direction de la constellation. Et vous allez voir ici le client qui est face à l'Algérie. Et je lui demande de dire j'ai des racines algériennes. Et là, il a eu vraiment une très, très, très grosse émotion. Et je lui ai proposé même de dire Algérie, tu me manques énormément. Alors ça, c'était un petit peu surprenant. Je lui dis, bon, chaque fois quand je propose une phrase à mes clients, je dis, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de la répéter, vous la répétez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et il l'a répété. Et là, il a vraiment éclaté en larmes parce que c'était vraiment quelque chose de très, 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 très profond en lui. Il n'avait aucune idée de l'importance de ce lien avec finalement tous ses ancêtres, enfin une grande partie de ses ancêtres qui venaient de là-bas. Et je lui propose de regarder sa grand-mère, qui était la petite fille d'une mère algérienne et d'un père français. Et puis, je lui propose d'aller près de son ancêtre algérienne. Alors, je vais voir si vous voyez. Est-ce que je peux vous faire voir ça que... Donc, j'avance un petit peu. Et donc, voilà. Donc, il me dit qu'il ne l'a jamais connu. Il a vu des photos, mais il ne l'a jamais connu. Et il prend contact avec cet ancêtre. Et là, je lui propose de dire, je porte avec toi la tristesse d'avoir quitté ta famille, ton pays. Et là, il y a vraiment quelque chose, il dit que le fait d'avoir dit ça, ça l'a vraiment allégé d'un coup. Et il a eu envie de se mettre dans les bras de cette arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère, je ne sais plus, bon, je ne m'y retrouve plus dans, mais disons de cet ancêtre. Et donc, voilà, il se met dans les bras de cet ancêtre. Et il se reconnecte à ses racines algériennes. Et il redonne une place aussi à cette famille qui a été quelque part a été rendue invisible.
puis, je l'invite à se détourner, enfin se retourner afin d'avoir ses ancêtres et de pouvoir sentir toute cette famille dans son dos. Et voilà, voilà. Donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un cycle qui se répétait, mais en écho avec une tristesse, un deuil qui n'avait pas pu se faire, je dirais, sereinement. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment les informations s'inscrivent dans dans le vécu des gens, se transmettent, se mémorisent. On ne sait pas forcément comment, se mémorisent, se transmettent, et se transmettent en remettant en scène, quelque part, c'est comme une remise en scène en permanence d'un schéma. Il y Mhm. a, il y a un schéma à propos d'une situation qui s'est passée d'une certaine façon, il y a eu un vécu émotionnel traumatique, il y a eu sans doute des conclusions que le cerveau, ça c'est très PNL ce que je dis, mais il y a eu des conclusions que le Mhm. cerveau a mis en place, il y a une programmation qui s'est faite, qu'après, ben, elle est transmise de façon inconsciente jusqu'au jour où les répétitions deviennent un problème. Oui, ici, je pourrais presque dire que le processus de quitter était devenu une sorte de maladie qui essayait de signaler que la toute première fois que le processus de quitter, de tout quitter, ses proches, sa vie sociale, sa famille, n'avait pas pu se faire de manière sereine. Hmm. Donc il y a eu sans doute une histoire, je ne sais pas laquelle. On n'a pas toujours tous les éléments hein, quand on fait les constellations, mais en tout cas, il y a eu une histoire qui a fait que cet ancêtre a dû partir illico vers la France, s'installer en France en quittant tout et qu'elle ne pouvait pas retourner comme elle le voulait au pays. Oui, Et finalement, ça s'est répété, répété en mémoire de cet événement. Et c'était en train de s'aggraver parce que bon, bah, ça posait des problèmes à la famille. Mm. et elle montre quelque chose d'essentiel, cette constellation, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est pas forcément les informations de comment ça s'est passé, quelles étaient les données réelles, mais Mhm. de comprendre qu'il est resté une mémoire émotionnelle Oui. et que cette mémoire émotionnelle garde la trace, en fait, d'un schéma Mhm. et que on va reproduire ce schéma qui me permet de revivre, en fait, un état émotionnel. Oui. Donc, et, euh, Mais je trouve, et on n'a pas besoin de remonter à la source pour avoir toutes les informations. À partir du moment où on a retrouvé avec quelle personne ou quel groupe de personnes on est lié émotionnellement, on a mhm. un lien émotionnel, et particulièrement si c'est un lien émotionnel avec quelqu'un qui est de l'ordre qui est parmi nos ancêtres, on peut comprendre que ce qui s'est passé dans la vie de ses ancêtres, ça leur appartient, mais on Mhm. n'est absolument pas tenu de le répéter. Oui. Je trouve que ce qui est chouette dans ce que tu signales ici, c'est que les constellations, ça peut paraître bizarre. Oui, on travaille sur des faits, mais c'est surtout des faits émotionnels. On n'est pas tellement dans l'explication à travers des événements bien précis, etc., descriptifs. On n'est pas dans la description des événements. Mais chaque événement est associé à des émotions et ces émotions s'inscrivent dans notre mémoire cellulaire et peuvent se répéter tant que le dénouement ne se manifeste pas. Et le dénouement, c'est simplement parfois d'accueillir la tristesse, d'accueillir la colère, d'accueillir la peur et de lui donner la possibilité
de s'exprimer, de signaler le besoin et de faire ce qu'il faut pour que ça soit apaisé. Et c'est ça le travail de constellation. On n'a pas besoin, d'ailleurs ça peut paraître surprenant pour ceux qui font de la psychogénéalogie et puis qui viennent faire une constellation, parce que bien que je fasse souvent faire remplir un petit questionnaire, je n'en tiens pas souvent beaucoup compte parce que je me laisse guider par les émotions qui sont figées dans le système. La constellation là, que tu viens de mettre en scène l'a montré. Il dit, bon voilà, j'ai cette difficulté d'être toujours licencié. Est-ce que ton père avait la même chose? Oui, mais bon, la réponse émotionnelle, enfin l'effet émotionnel sur lui, bah, j'ai toujours vécu mon père comme ça. Puis, ça me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père, là, je me sens, il se sent beaucoup plus concerné par le grand-père, mais la réponse émotionnelle est faible. Elle est relativement faible. Et en fait, il y avait une réponse encore plus forte qui était celle de la grand-mère, c'est-à-dire la femme de ce grand-père qui, tu l'as bien dit, qui ne supportait pas. Donc, on entendait qu'il y avait plus d'émotions là. Et dès qu'il s'est tourné vers sa grand-mère, il y a une émotion plus forte qui remontait. Et l'histoire de cette grand-mère, en fait, renvoyée à sa propre mère, non, l'arrière-grand-mère, où là, il se met à pleurer. Si tu veux. Oui. Il se met à pleurer. Et la grand-mère donc, avait abandonné quelque chose de très important qui était son pays, en fait, qui était sa racine. Et là, quand tu la mets en contact avec le symbole de sa racine, c'est-à-dire l'Algérie, l'émotion est très, très forte. Oui. Donc, par degré, en fait, on arrive à identifier où est le point de… Quel est le convergence. Le point de convergence ou d'identification. Hein? Ou l'histoire, la personne ou l'histoire qui va faire résonance. Et quand il y a une émotion qui sort chez le client, en fait, c'est comme un phénomène vibratoire entre deux instruments de musique, ça se met à vibrer. Oui, mais c'est une catharsis. Hein. C'est cathartique parce que cette libération de larmes, quelque part, c'était des larmes qui ne lui appartenaient pas vraiment à lui, mais qui étaient les larmes de son arrière-grand-mère, qui n'avait pas pu peut-être pleurer comme elle ou qui ne s'est pas permis de pleurer parce qu'il fallait être fort et qu'il fallait tenir le coup et qu'il fallait survivre et faire ce qu'il y avait à faire, s'occuper de ses enfants et que sais-je, tout ce qui est nécessaire pour survivre. Et donc, ces larmes se sont transmises de génération en génération, sont arrivées à mon client qui, lui, en les exprimant, et c'est ce qui est aussi puissant, c'est que durant la constellation, on n'a pas besoin de pleurer pendant des jours et des années. On pleure parfois pendant 2-3 minutes et c'est libéré. C'est ça le côté extraordinaire. Et pour nos internautes, les mots sont très précis. Les larmes permettent d'exprimer. Exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur ce qui est imprimé à l'intérieur. Donc, il s'était imprimé quelque chose et qui restait imprimé. Et dès que je l'identifie, je le reconnecte, que je peux l'exprimer, je n'ai plus besoin de le garder imprimé. Dans toutes les thérapies, l'enjeu, c'est de faire ça. Oui. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à tous les internautes, téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a souvent beaucoup de femmes qui regardent d'ailleurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a plein de possibilités. Donc, déjà d'avoir une séance individuelle, si vous le souhaitez. Il suffit d'envoyer, en regardant ici en dessous de la vidéo, vous allez voir mon adresse email, vous m'envoyez un email et on prend un rendez-vous. Vous pouvez nous rejoindre une fois par mois, le premier lundi du mois, en soirée pour des constellations de groupe en ligne. Et donc, la prochaine date, ce sera le 2 novembre et puis il y aura aussi le 7 décembre. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le site academycoachingsystémique.com dans l'agenda et vous allez trouver
la possibilité de vous inscrire. Et puis, nous donnons aussi des ateliers d'initiation pratique aux constellations pour les personnes qui souhaitent s'initier aux constellations ou qui sont déjà coach, par exemple coach de vie, ou même des personnes qui sont dans des métiers comme être avocat, juge ou assistant social ou notaire. Eh bien, les outils des constellations peuvent être d'une grande utilité pour accompagner vos clients pour mieux comprendre certaines situations. Et ça, nous organisons tous les 2 mois. Donc aussi pour les dates, suivez-nous, inscrivez-vous à la newsletter sur le site academycoachingsystémique.com et comme ça, vous serez tenu informé des dates de nos prochains ateliers. Et que dire de plus? Suivez-nous aussi sur YouTube, parce que là, vous avez vu cette vidéo. Eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des parutions de nos conversations. Et surtout, je vous invite à partager cette vidéo avec votre réseau, avec vos amis. Et je dirais même merci pour vos amis, parce que peut-être qu'en regardant cette vidéo, ça va leur donner la possibilité de trouver une solution à leurs difficultés. Génial. Eh bien, il ne reste merci plus qu'à… Clément. Merci Diane, merci à vous tous, on vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo. Ciao.